Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous du lundi consacré au patrimoine et à l'histoire de Villefranche. Je voulais d'abord vous remercier d'avoir été si nombreux à regarder le film qu'on vous a proposé la semaine dernière, consacré au 700e anniversaire de la charte de Villefranche, mais aussi au film qu'on vous avait proposé la semaine d'avant sur l'histoire de la médecine et de l'Hôtel-Dieu. Pour ceux que ça intéresse et qui ne l'ont pas encore vu, nous vous mettrons bien sûr les liens qui vous permettront de le faire. Voilà, aujourd'hui c'est un rendez-vous un petit peu particulier, un petit peu nouveau qu'on vous propose. La semaine dernière, on vous avait demandé de poser vos questions, donc ce qui vous intrigue, ce qui vous intéresse, ce qui vous interroge sur l'histoire de la ville, sur les légendes, les monuments, etc. Donc on essaye de répondre à vos questions. Alors je vous remercie d'abord Sylvia Di Lorenzo Labar, Camille Dalag, Julien Carrasco et Cédric Dornano d'avoir bien voulu se lancer et de poser leurs questions. Et j'espère que la semaine prochaine, vous serez encore plus nombreux pour qu'on puisse faire de ce rendez-vous du lundi quelque chose d'intéressant. Tout d'abord, donc la question de Julien Carrasco concernait un massif de flore qui se trouvait au carrefour de la rue Porquerolles et du boulevard Henri Barbus, juste à côté de la caserne des pompiers. Ce grand massif de flore était travaillé de manière à faire une grande inscription qui était Villefranche en Beaujolais. Donc la question de Julien concerne en fait l'appellation de la ville. Pourquoi Villefranche-sur-Saône et pas Villefranche en Beaujolais? Alors, c'est vrai qu'on trouve dans les brochures touristiques, ainsi que dans les campagnes un petit peu de promotion de la viticulture du Beaujolais, l'appellation de Villefranche en Beaujolais. Alors c'est vrai que le Beaujolais est connu dans le monde entier grâce à ses vins, mais Villefranche reste Villefranche-sur-Saône. Pourquoi? Depuis l'origine, depuis le début du XIIe siècle, quand les seigneurs de Beaujeu ont créé Villefranche, Villefranche est simplement Villefranche. Alors, en patois ou en ancien français, on trouve Villafranca, Villafrancha, mais c'est simplement Villefranche jusqu'en 1853. 1853, pourquoi? Cette année-là, la ville obtient, après des multiples demandes, cherche à augmenter sa surface, qui la pénalise un petit peu pour son développement. Et donc, en 1853, elle obtient l'autorisation d'annexer la commune voisine de Belligny. Alors, Belligny, depuis l'origine, est une paroisse indépendante. Depuis la Révolution, une commune indépendante. Mais en 1853, Belligny est annexé par Villefranche, donc qui trouve ainsi un accès à la Saône et devient Villefranche-sur-Saône. On revient assez régulièrement cette demande de s'appeler Villefranche en Beaujolais. Ça a été le cas, par exemple, dans les années 1960, il y a eu une demande officielle pour s'appeler Villefranche en Beaujolais. Mais ça a été refusé, comme chaque fois, puisque changer le nom d'une ville, c'est très compliqué administrativement parlant. Il faut changer toute la signalétique, il faut changer les en-têtes, et c'est vrai que c'est très compliqué et ça coûte très cher. Donc on reste Villefranche-sur-Saône, et c'est très bien comme ça. Même si rien ne nous empêche de s'appeler parfois Villefranche en Beaujolais. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que le logo de la ville, le logo officiel, c'est Villefranche-sur-Saône, capitale du Beaujolais. Donc ce qui résume un peu tout ça et qui peut contenter la plupart des gens. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Donc nous allons passer maintenant à la deuxième question, celle posée par Camille Dalag concernant le parc de Haute-Claire et plus particulièrement cette tour qui se trouve en plein milieu. Le parc de Haute-Claire se trouve à l'ouest de Villefranche, en montant sur la commune de Glaisay. Il porte ce nom puisqu'il est en surplomb en fait, du quartier de la Claire. Ce vaste parc faisait partie autrefois de ce qu'on appelait la propriété Jacquet-Malatier, sur le haut de laquelle se trouvait une magnifique maison du 19e siècle. Cette maison, ainsi que le parc qui l'entourait, a été acheté par la ville de Villefranche à la fin des années 60, mais le parc a été aménagé seulement à la fin des années 80.
La grande maison a été démolie. Seul est resté donc ce pigeonnier. Mais ce pigeonnier est beaucoup plus ancien que la villa qui a été détruite, puisque ce pigeonnier dépendait autrefois du domaine qui est un petit peu plus haut, le domaine du château des Mouilles. Le château des Mouilles existe toujours, mais la propriété, la vaste propriété avant la Révolution, a été démantelée petit à petit, et donc la propriété Jacquet-Malatier a été aménagée en fait dans une partie de ce domaine des Mouilles. Suivant la question de Camille, est-ce que cette tour et ce parc a une légende comme celle du parc de la Tête d'Or? Vous donnez cet exemple. C'est vrai qu'on raconte au parc de la Tête d'Or à Lyon qu'une tête d'or serait enfouie au fond du lac. Ici, malheureusement, pas de légende. Ce n'est pas non plus un repère de sorcière, ni une cache d'armes. Simplement, cette tour est un ancien pigeonnier. Alors un pigeonnier, pourquoi un pigeonnier en plein milieu d'un grand parc comme ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à la Révolution, le pigeonnier était un privilège réservé aux maisons nobles, comme la girouette sur le toit de la maison. Le pigeonnier, en fait, c'était, comme son nom l'indique, pour faire l'élevage des pigeons. À cette époque, le pigeon est un mets apprécié, donc on le mange. Mais c'était aussi un moyen de communication, puisqu'on se servait aussi beaucoup de pigeons voyageurs, à une époque où il n'y avait pas les moyens de communication actuels. Et aussi, les fientes de pigeons étaient appréciées pour faire un engrais naturel pour la culture. Alors, c'est vrai que le Beaujolais, comme beaucoup de régions en France, est assez riche en pigeonniers, puisqu'on en trouve encore beaucoup. Pour ceux que ça intéresse et qui aiment se promener dans le Beaujolais, on connaît notamment, peut-être les plus connus, celui du château de Bagnols, dans les Pierres Dorées, qui est magnifique, ou un peu plus au nord, pour le château de La Palue, à Quincy en Beaujolais, et son magnifique pigeonnier. Alors c'est vrai que le pigeonnier, à l'époque, était souvent un petit peu excentré, pas toujours collé à la propriété. Et on en trouve à Villefranche, par exemple, il y en avait plusieurs. On connaissait par exemple le pigeonnier de l'ancien fief du Garet, aujourd'hui connu sous le nom de la ferme du Garet, qui est connu bien sûr parce que le célèbre photographe Raymond Depardon y a passé son enfance. Donc l'ancien fief du Garet avait jusqu'au début du XXe siècle un grand pigeonnier qui avait la particularité d'être placé au-dessus du grand portail d'entrée, comme on peut le voir sur la photo, mais aussi le fief de Fontgraine, l'ancien château de Fontgraine, avait son pigeonnier à proximité, et ce pigeonnier a disparu dans les années 60 à peu près. Mais on peut toujours voir à Villefranche, ou du moins à côté de Villefranche, le pigeonnier de l'ancien fief de l'Écossais à Lima, qui se trouve toujours à côté du péage de l'autoroute. Voilà. Donc, pas de sorcière, pas de cache d'armes, mais des pigeons. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Camille. Nous allons passer maintenant à la troisième question, celle de Cédric Dornano, qui pose une question. Alors, c'est la colle du jour, puisque je n'ai pas réussi à démêler cette histoire. Donc, Cédric parle d'une maison verte. Il a entendu parler, plusieurs personnes lui ont parlé d'une mystérieuse maison verte. Malgré toutes mes recherches, je n'ai pas pu trouver mention de cette fameuse maison verte. Je connais le quartier de Grange Rouge, qui vient d'une ancienne maison, aussi un fief. C'était le fief de Grange Rouge, la Grange Blazet, qui se trouvait autrefois à la place de l'usine chimique Bayer, en direction de l'autoroute, qui portait ce nom simplement parce que ses murs extérieurs n'étaient pas en rouge. Mais la maison verte, mystère. Donc j'invite Cédric, s'il a d'autres éléments, ainsi que les personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui peuvent nous amener des éléments, on pourra essayer de débrouiller tout ça, et puis la semaine prochaine de répondre à la question de Cédric. Voilà. Nous allons passer maintenant à la question de Sylvia Di Lorenzo Labarre, qui concerne une maison près de laquelle elle a passé son enfance.
une maison mystérieuse. Beaucoup de Caladois ont entendu parler de la fameuse Maison du Diable. Alors cette Maison du Diable se trouvait à l'actuel croisement entre le chemin des Rousses, donc c'est sur la commune de Glaisé, le croisement du chemin des Rousses et de la rue des Grillons. Alors, Sylvia nous dit que cette maison existe encore. Non, en fait, elle a été démolie en 1972. Donc, vous voyez, il y a plus de 50 ans. Mais elle continue à être connue. Beaucoup de gens en parlent encore, puisque elle faisait l'objet de légendes. Et on se faisait peur en évoquant la Maison du Diable. Comme on peut voir, il y a encore un ancien corps de ferme, et c'est souvent, on croit souvent en fait que c'est l'ancienne Maison du Diable. Mais la Maison du Diable était juste à côté, et elle a été démolie, elle n'existe plus maintenant. Alors, cette maison est un peu énigmatique. Les maisons du diable en général, comme le pont du diable, etc., sont assez courantes. Les maisons du diable, il y en avait une à Poules-les-Écharmeaux, il y en avait une autrefois à Beaujeu aussi, et il y en a sans doute beaucoup d'autres. Des ponts du diable, il y en a un pas très loin d'ici, à Lima, dans la plaine de Bordelan, qui existe toujours. Il y en a un à Saint-Igny-de-Vert, il y en a un à La Mure, il y en a beaucoup. Alors généralement, ces maisons, ces ponts qui sont associés au diable, généralement ont tous en commun le fait qu'elles sont hantées ou qu'elles ont été construits, tous ces monuments ont été construits avec l'aide du diable. Donc ils sont un peu maudits. Les gens y croyaient dur comme fer autrefois, et ça concerne aussi cette maison du diable. Donc c'était une grande maison, assez haute, et elle avait la particularité en fait d'avoir un style qui n'était pas du tout de la région. Elle avait un fronton en tuiles provençales et elle avait une absence totale de chéneaux. Et elle était composée en fait de deux parties, l'une comptant 2 étages et demi d'un côté, tandis que l'autre en comptait 3. Les deux parties de la maison, l'une est toujours restée inhabitée, parce qu'il l'achevait. Cela lui donnait un aspect lugubre, qui ne manquait pas d'alimenter la défiance à son égard. On la voyait d'assez loin en fait, de Villefranche à l'époque, sur sa petite colline juste devant le château de Vorlin. Et en fait, les légendes la concernant étaient multiples. Sylvia parle d'un moine qui serait suicidé dans cette maison. J'avais jamais entendu cette version. Moi, on m'avait raconté plusieurs choses. On m'avait raconté, par exemple, que cette maison était construite en fait sur un rocher, qui était lui-même posé sur un autre rocher, et cela faisait que parfois il y avait des vibrations, et c'est ce qui faisait en fait ces phénomènes étranges, puisque plusieurs personnes parlaient de bruits assourdissants qu'on entendait la nuit, parfois en passant à côté de cette maison. Mais les versions les plus courantes, je dirais, c'est que, comme je le disais, il y a une partie de la maison où il n'y avait pas de vitres. Et qu'en fait, chaque fois qu'on essayait d'installer des vitres à cette maison, chaque fois, elles étaient cassées le lendemain matin. L'évocation de cette maison la plus ancienne que je connaisse, c'est dans un journal lyonnais, un article qui date de 1863. L'auteur, qui s'appelle Johannes Juron, parle de la maison du malheur. Et malgré que le fait qu'on racontait qu'il y avait sur cette maison une inscription qui donnait la date de 1663, je pense que cette maison était beaucoup plus récente. Et donc l'auteur, Johannes Juron, va dans ce sens, puisque l'article date de 1863 et dit que cette maison a été construite un peu plus de 20 ans avant qu'il écrive cet article. Et il raconte un peu la même chose. Il dit que le propriétaire a essayé 3 fois de monter les fenêtres avec des vitres, et chaque fois, même en gardant la maison la nuit, les vitres étaient cassées le lendemain matin. Et donc c'est pour ça qu'une partie de la maison n'a pu être habitée. Quoi dire d'autre? Que cette maison, en fait, à l'époque de sa démolition en 1972, il y avait un article de Michel Moreau dans le Patriote Beaujolais qui parlait justement de cette maison et de sa réputation. Et donc Michel Moreau avait interviewé les derniers habitants d'une partie de cette maison,
qui s'appelait Monsieur et Madame Simpé. Et Monsieur et Madame Simpé ont toujours nié le fait qu'il y ait des manifestations surnaturelles dans cette maison. Mais par contre, une autre légende parle d'un souterrain qui partait de cette maison et qui allait jusqu'au château de Montgré. Et Monsieur Simpé, donc le propriétaire, racontait qu'il avait trouvé une entrée de souterrain justement qui partait dans la direction de Montgré. Alors voilà, le mystère reste entier en fait sur cette maison. Ce que je peux dire encore sur cette maison du diable, c'est que en 1910, dans l'almanach du Courrier du Beaujolais, un journal local, un certain Germain Trézel, qui s'appelait en fait Joseph Giuliani, qui était médecin à Lyon, mais la famille était installée à Villefranche depuis plusieurs générations, puisque son père dirigeait aussi un journal, le fameux Courrier du Beaujolais. Et ce Germain Trézel a écrit une petite nouvelle basée en fait sur l'histoire de cette maison du diable. Vous voyez là sur l'écran en ce moment quelques dessins qui ont été faits à l'occasion enfin qui illustrent du moins le fameux cet article, cette nouvelle. Et donc si cela vous intéresse, vous me laissez un petit message sur la page Facebook de Villefranche et je peux vous faire passer cet article pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans cette histoire. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai répondu à vos attentes et j'espère aussi que dans la semaine, beaucoup d'autres d'entre vous me poseront des questions sur l'histoire, le patrimoine, les légendes, enfin tout ce qui vous intrigue à Villefranche, tout ce qui vous intéresse, et que donc on puisse se donner rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de cette petite rubrique, le patrimoine à Villefranche. Et donc je vous remercie de votre attention et je vous dis donc à lundi prochain et prenez soin de vous. Au revoir.